C'est un bruit que personne n'oubliera jamais. Ce sifflement aigu, presque mécanique, suivi d'un silence d'une fraction de seconde, un silence lourd, oppressant, avant que le monde ne semble se déchirer en deux. Tel Aviv brûle, le ciel n'est plus bleu, il n'est plus noir, il est strié de lumières oranges et de traînées de fumée blanche qui s'entrecroisent comme les barreaux d'une prison céleste. Au moment où je vous parle, ce n'est pas seulement une ville qui tremble, c'est l'architecture même de notre réalité géopolitique qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Les sirènes ne s'arrêtent plus. 5 minutes. C'est le temps de répit maximum que les habitants ont entre deux courses effrénées vers les abris. Imaginez vivre ça. Imaginez le sol qui vibre en permanence sous vos pieds, comme si la terre elle-même avait peur. Mais ce n'est pas tout, loin de là. L'impensable s'est produit. L'homme que beaucoup pensaient intouchable, le visage de la théocratie iranienne depuis des décennies, le guide suprême Ali Khamenei a été éliminé, rayé de la carte. Et avec lui, une partie de sa lignée. C'est le genre de nouvelle qui vous fait fixer votre écran pendant de longues minutes, incapable de traiter l'information, parce que vous savez, viscéralement, que demain ne ressemblera pas à hier. Dubaï, ce joyau de verre et d'acier au milieu du désert, est en feu. L'ONU s'est réunie en pleine nuit, les visages des diplomates tirés, pâles, conscients qu'ils ne sont plus là pour discuter de protocole, mais pour tenter d'empêcher l'apocalypse. Ce ne sont plus des gros titres normaux. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la tension au Moyen-Orient. On a dépassé ce stade il y a des heures. Ce que nous vivons, là, maintenant, c'est un incendie hors de contrôle. Un brasier qui s'étend à une vitesse terrifiante pour devenir une guerre mondiale. 11 pays. 11 nations sont déjà activement impliquées. Les missiles tombent à un rythme que l'on n'avait jamais vu dans l'histoire moderne. Une cadence industrielle de destruction. Et au milieu de ce chaos, alors que la défense aérienne israélienne commence à montrer des signes de fatigue extrême, l'Iran, dans un geste de panique ou de défi absolu, a nommé en urgence un nouveau leader, un dur parmi les durs, à la tête des gardiens de la Révolution. Je sais que tout cela semble irréel. On a l'impression d'être dans un film catastrophe, mais c'est la réalité brute, froide et sanglante de cette nuit. Ce qui se joue en ce moment décidera non seulement du sort du Moyen-Orient pour le siècle à venir, mais aussi de la stabilité de votre quotidien, où que vous soyez dans le monde. Mais ce qui s'est passé dans les coulisses, loin des caméras, c'est ça qui va vraiment vous choquer. Alors, respirez un bon coup. Ancrez-vous. Ce que je vais vous dévoiler est le compte-rendu le plus brisant, le plus dangereux et le plus essentiel de cette guerre. Tout a commencé hier, quand les États-Unis et Israël ont lancé l'attaque. La riposte iranienne a été immédiate, viscérale, mais avant de plonger dans les détails militaires, il faut qu'on parle de l'événement sismique qui a tout déclenché. La mort du guide. Le visage de la télévision d'État iranienne, ce présentateur habituellement stoïque, figé, lisant la propagande avec une voix monotone, s'est effondré. Il pleurait. À 2h30 du matin, heure allemande, sa voix s'est brisée. Il a annoncé au monde, entre deux sanglots, que le père de la révolution, Ali Khamenei, n'était plus. « Cela ne finira pas bien pour Trump », a-t-il balbutié, les larmes coulant sur son visage, une menace à peine voilée lancée à travers l'écran. Ils verront ce qu'ils ont fait. Selon la BBC et les rapports qui filtrent, Khamenei n'est pas mort au combat, ni en fuyant. Il a été tué dans son bureau, au cœur même du pouvoir, là où il se sentait le plus en sécurité. 40 jours de deuil national ont été décrétés. C'est une éternité en temps de guerre. Mais Israël n'a pas fait les choses à moitié. Et c'est là que l'histoire devient encore plus sombre, encore plus personnelle. Khamenei n'est pas mort seul. Sa fille, son gendre, son petit-fils, tous effacés en une fraction de seconde. C'est un message d'une brutalité inouïe. Nous ne visons pas seulement le chef, nous coupons la lignée. C'est là que je dois vous poser une question qui me hante depuis que j'ai vu ces images. Jusqu'où peut-on aller pour assurer sa sécurité ? À quel moment la frappe chirurgicale devient-elle une vendetta personnelle ? Imaginez un instant le concept de pouvoir. Nous passons notre vie à essayer de construire des murs, des sécurités, des comptes en banque, des réputations, pensant que cela nous mettra à l'abri. Nous pensons que si nous montons assez haut, si nous devenons assez importants, les règles ne s'appliqueront plus à nous. Mais regardez cet homme. Il avait une armée, il avait une religion derrière lui. Il avait des bunkers. Et pourtant, en une seconde, tout cela n'a servi à rien. La leçon ici est brutale mais nécessaire. Aucune forteresse n'est imprenable. Le sentiment de sécurité est la plus grande illusion de l'ego humain. La vraie question n'est pas de savoir comment se protéger indéfiniment, mais de savoir qui nous sommes quand tous les murs tombent. Êtes-vous construit sur du roc ou sur du sable ? Car dans la politique, comme dans la vie, la tempête finit toujours par arriver. Revenons à Téhéran. La tempête est là.
La question qui brûle toutes les lèvres, celle qui empêche les stratèges occidentaux de dormir, c'est qui tient la barre? Si Khamenei est mort, qui dirige l'Iran? Le président? Non. Soyons honnêtes, le président iranien a un rôle de façade. Il coupe les rubans, il fait des discours, mais il n'a pas l'autorité théologique et militaire pour commander une guerre sainte. Selon la loi, il faut élire un nouveau guide. Mais cela prend des mois de débats théologiques, de luttes d'influence dans des pièces sombres remplies de clercs. L'Iran n'a pas des mois, l'Iran n'a même pas des heures. Alors, dans la panique, un conseil intérimaire de 3 personnes devait gérer la transition. Mais les rumeurs disent que même ce conseil a été touché. Le pays est littéralement décapité. Et c'est dans ce vide absolu, ce vertige du pouvoir, qu'une décision stupéfiante a été prise. Une décision qui montre le niveau de désespoir du régime. Le général de brigade Ahmed Wahidi a été nommé nouveau commandant en chef des gardiens de la Révolution. Pourquoi est-ce choquant? Parce que c'est du bricolage. C'est une nomination faite dans la sueur et le sang. Son prédécesseur, Hossein Salami, avait été tué en juin 2025. Wahidi assurait l'intérim. On ne l'avait pas confirmé officiellement parce que, soyons francs, personne ne voulait de ce poste. C'est un siège éjectable. C'est une condamnation à mort signée d'avance. Mais ils n'ont plus le choix. Wahidi est maintenant, de facto, l'homme le plus puissant d'un pays en guerre, le successeur inofficiel de Khamenei, simplement parce qu'il est le dernier gradé encore debout capable de donner un ordre. Mais regardez la cruauté de la situation. Sur les réseaux sociaux, en Iran comme ailleurs, les paris sont déjà ouverts. Non pas sur sa politique, mais sur son espérance de vie. Les analystes lui donnent 48 heures. Imaginez accepter un travail en sachant que votre prédécesseur a été pulvérisé et que le monde entier s'attend à ce que vous soyez le prochain sur la liste avant la fin du week-end. C'est une position impossible. Et pendant que Téhéran s'organise dans le chaos, Tel Aviv vit l'enfer. Les rapports qui nous parviennent de Konstantin Schreiber, reporter sur place, sont glaçants. Alerte à la roquette toutes les 5 minutes. Vous entendez? Toutes les 5 minutes. Vous n'avez même pas le temps de calmer les pleurs de vos enfants que la sirène suivante hurle déjà. C'est une guerre d'usure psychologique autant que physique. Il y a une différence majeure, tactique, terrifiante, par rapport à la guerre des 12 jours de l'année dernière. L'année dernière, l'Iran envoyait une grosse salve par jour. C'était gérable. C'était prévisible. Aujourd'hui, ils tirent une salve massive toutes les heures. C'est mathématique, c'est froid, c'est calculé. L'objectif n'est pas seulement de toucher, l'objectif est de saturer. Ils vident leur stock de vieux missiles pour forcer le dôme de fer à épuiser ses intercepteurs. Chaque explosion dans le ciel est une munition de défense en moins. Et quand Israël sera à sec, c'est là que les vrais monstres sortiront des silos. Les missiles lourds, ceux qui ne font pas que des trous dans le bitume, mais qui effacent des quartiers entiers. Bloomberg a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques heures à peine. La capacité de survie dépendra des stocks d'intercepteurs, et ces stocks sont probablement déjà dangereusement bas. Nous sommes à la limite. Si la défense craque, ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'un prélude, une simple mise en bouche avant le plat de résistance. Mais posez-vous cette question. Pourquoi cette stratégie de saturation est-elle si efficace? Pas seulement à la guerre, mais dans l'esprit humain. C'est une leçon sur la manipulation et l'épuisement. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui viennent par vagues. Au début, nous gérons. Nous avons de l'énergie, de la défense anti-aérienne mentale. Mais les manipulateurs, qu'ils soient des dictateurs, des patrons toxiques ou des systèmes corrompus, savent que la résistance est une ressource finie. Ils ne cherchent pas le chaos immédiat. Ils cherchent à vous épuiser par une multitude de petites crises jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour voir venir le vrai coup fatal. La saturation cognitive est l'arme du siècle. Quand vous êtes bombardé d'informations, de peurs, d'urgences, vous ne pouvez plus penser stratégiquement. Vous ne faites que réagir. Et celui qui ne fait que réagir a déjà perdu le contrôle de sa destinée. Ne laissez jamais personne saturer votre esprit au point de vous faire oublier votre objectif principal. Le silence et le recul sont vos seules armes contre le bruit du chaos. Revenons sur le terrain, car le bruit, lui, ne s'arrête pas. Les réseaux sociaux sont inondés d'images que les médias traditionnels hésitent encore à montrer. On voit des impacts directs à Tel Aviv. Ce n'est plus des débris qui tombent, ce sont des ogives qui touchent le sol. Le journal Israël Hayom a posté des vidéos des conséquences. C'est le chaos. Fox News rapporte de multiples victimes et des interventions d'urgence partout. Mais il y a un détail technique qui fait froid dans le dos. Les experts militaires israéliens analysent les cratères et ils sont perplexes. Ils parlent un peu de munitions qu'ils n'ont jamais rencontrées auparavant. On a cru à des armes à sous-munitions car les dégâts sont étendus, dispersés, vicieux. Mais les analyses balistiques ne collent pas. Quelque chose est différent dans ces missiles.
Une nouvelle technologie? Une modification chimique? L'inconnu est toujours ce qu'il y a de plus effrayant dans la guerre. Israël encaisse des coups durs dès le premier jour, et cela brise un mythe, celui de l'invulnérabilité totale. L'Iran avait promis de réduire certaines zones en cendres, et il semble qu'il soit prêt à tout sacrifier pour tenir cette promesse macabre. Et bien sûr, allumez votre télévision, regardez les chaînes nationales. Que voyez-vous? Des frappes en Iran? Des succès occidentaux? C'est la guerre des images. Mais la réalité, c'est que la porte de l'enfer a été ouverte et que personne ne contrôle plus qui va brûler. D'ailleurs, parlons de ceux qui pensaient être à l'abri. Dubaï, le symbole même du luxe, de la neutralité commerciale, du plaisir insouciant. Les rapports sont stupéfiants. L'hôtel Palm, le Burj Al Arab, l'aéroport international. Attaqué. Pourquoi? Pourquoi diable l'Iran gaspillerait-il des missiles précieux sur des hôtels de luxe alors qu'il est en guerre pour sa survie? C'est la question que tout le monde se pose. C'est de la terreur pure, disons certains. Peut-être. Mais il y a une autre lecture, beaucoup plus sombre. La guerre moderne ne se fait pas que sur les champs de bataille. Elle se fait dans les suites d'hôtels, dans les halls d'aéroports, dans les zones franches. Ces lieux civils regorgent d'agents de renseignement, de militaires en transit, de tractations secrètes. L'agence russe, TASS, a lâché une bombe informationnelle. L'attaque de missiles iraniens a frappé le quartier général de la CIA à Dubaï. Selon l'agence Farse, sur son canal Telegram, ce n'était pas un tir au hasard. C'était ciblé. 4 blessés confirmés à l'aéroport, mais le bilan réel dans ces zones sensibles, on ne le saura probablement jamais. Si c'est vrai, si l'Iran a réussi à frapper une antenne de la CIA en plein territoire neutre, c'est un coup de maître du renseignement et une humiliation pour les États-Unis. Bien sûr, Washington niera. Ils nieront jusqu'à la fin des temps. On ne confirme jamais la mort d'espions. Mais le fait que cette information circule change la donne. Il n'y a plus de sanctuaire. Les gouvernements américains et israéliens ont imposé un blackout total sur les dégâts militaires. C'est la procédure standard. On ne montre que les écoles touchées, les maisons, pour galvaniser l'opinion publique et diaboliser l'ennemi. Mais les bases aériennes, les radars, les centres de commandement, silence radio. C'est le brouillard de guerre le plus épais que nous ayons vu depuis des décennies. Et au milieu de ce brouillard, l'ONU tente d'exister. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est tenue. L'ambiance était électrique, toxique. Antonio Guterres, le secrétaire général, semblait porter le poids du monde sur ses épaules, suppliant pour une désescalade. L'alternative, a-t-il dit, est un conflit plus vaste avec des conséquences dévastatrices. C'est un langage diplomatique pour dire « c'est la fin du monde tel qu'on le connaît ». Mais regardez les alliances. C'est là que le futur se dessine. Ce n'est pas juste l'Iran contre Israël. C'est la Russie et la Chine qui se lèvent et se placent, bloc contre bloc, derrière Téhéran. Et l'Europe? L'Europe est fracturée. Certains suivent aveuglément les États-Unis, mais d'autres, l'Espagne, la Norvège, commencent à murmurer, à condamner aussi Washington. Cette guerre ne déchire pas seulement le Moyen-Orient, elle est en train de faire éclater l'unité occidentale. Nous sommes à un carrefour. Trump, fidèle à sa rhétorique, parle de 5 jours de guerre minimum, 5 jours de bombardement continu. L'Iran fera de même. La seule variable qui compte désormais, c'est la logistique. Qui tombera à court de missiles en premier? Est-ce que ce seront les lances de l'attaquant ou les boucliers du défenseur? Et surtout, qui pourra jouer les médiateurs? Les États-Unis? Impossible, ils sont belligérants. L'Europe? Trop faible et divisée. Le monde manque d'arbitre au moment où le match devient le plus violent. C'est une situation qui nous force à réfléchir sur la nature même de la vérité en temps de crise. Avez-vous remarqué comment chaque camp a sa propre réalité? Pour l'un, c'est une opération de justice. Pour l'autre, c'est du terrorisme. Pour l'un, c'est une défense. Pour l'autre, un génocide. En temps de conflit, la vérité est la première victime, on le sait. Mais ce qui est fascinant, c'est notre propre désir de choisir un camp, de simplifier l'histoire pour qu'elle rentre dans nos cases morales. Le bien contre le mal. Mais la géopolitique n'est pas un film Marvel. C'est une zone grise infinie où des monstres combattent d'autres monstres et où les innocents perdent l'addition. La leçon ici est de se méfier de notre propre besoin de certitude. Quand tout le monde crie, celui qui écoute les silences, celui qui regarde ce qui n'est pas montré, est celui qui comprendra vraiment le jeu. Ne soyez pas un spectateur passif de la propagande, soyez un analyste de votre propre perception. L'espoir cynique des États-Unis et d'Israël, c'est que cette pression militaire fasse exploser l'Iran de l'intérieur. Ils espèrent que la population, épuisée par des décennies de théocratie, profitera du chaos pour renverser les mollahs. Et effectivement, les images commencent à sortir. On voit des scènes surréalistes. D'un côté, des foules en pleurs, se frappant la poitrine, pleurant la mort de Khamenei avec une ferveur religieuse terrifiante. De l'autre,
Dans des ruelles plus sombres, des éclats de joie, des gens qui voient dans ces explosions la lumière d'une liberté possible. C'est le chaos absolu. Une guerre civile superposée à une guerre internationale. Le peuple iranien est à la croisée des chemins. Se rallier derrière le drapeau face à l'agresseur extérieur, ce qui radicaliserait encore plus le pays, ou saisir cette opportunité historique pour tout brûler et recommencer. Les prochaines 48 heures ne vont pas juste décider de la carte militaire, elles vont décider de l'âme de cette nation. Alors, je vous le demande, et je veux vraiment que vous preniez un moment pour y penser. Pas juste pour répondre vite fait. Sommes-nous en train d'assister au début de la Troisième Guerre mondiale? Ou est-ce l'accouchement douloureux, sanglant, d'un nouveau Moyen-Orient? Est-ce la fin d'un régime ou la fin de la stabilité mondiale? Honnêtement, même moi, avec des années d'analyse derrière moi, je sens que cette fois, c'est différent. L'air est plus lourd, les enjeux sont terminaux. On dit souvent que l'histoire est un cercle, qu'elle se répète parce que la nature humaine ne change pas. L'ambition, la peur, la vengeance, ce sont les mêmes moteurs qui ont animé César, Napoléon, et maintenant les dirigeants qui appuient sur les boutons rouges aujourd'hui. Nous regardons ces événements sur nos écrans, détachés, comme si c'était de la fiction, mais n'oubliez jamais que l'histoire ne se contente pas d'être regardée. Elle finit toujours par frapper à notre porte. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que notre civilisation, malgré toute sa technologie, reste profondément tribale, fragile et violente. La seule question qui reste, c'est de savoir si nous sommes capables d'apprendre de ce brasier avant qu'il ne nous consume tous. Restez vigilants, restez critiques, et surtout, ne cessez jamais de chercher la vérité derrière la fumée.